bienvenue sur Sport and People News pour l'émission Tac au Tac. Il y avait le très sérieux Dr Jekyll et Mr Hyde, puis est arrivé l'hilarant Dr Jerry et Mr Love, et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir une personnalité pleine d'esprit et d'humour, le Dr Love. Merci, cher Bernard Lyons, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir, bonjour à toutes et à tous. Dans l'émission L'équipe du soir, vous êtes surnommé le Dr Love, qui se présente toujours avec une citation. Avez-vous un talent caché pour jouer les Roméo sur les planches? Non, mais c'est une très très vieille histoire. C'est parti d'une private joke d'une téléspectatrice qui avait envoyé un mail très très sympa à mon intention. Et du coup, j'ai été surnommé depuis, mais c'est très vieux, c'était au tout début de l'émission, il y a 13 ans, j'étais moins gros, peut-être un peu plus jeune, un peu plus séduisant. Et on m'avait surnommé Dr Love. Et pour répondre, j'avais décidé de faire une citation sur l'amour. Et j'ai commencé comme ça, toutes les émissions, à chaque fois, comment ça va Dr Love, avec la musique de La Croisière s'amuse. Et je sortais une petite citation d'amour. Et après, on a un peu dévié, je l'ai un peu plus éditorialisé en fonction de l'actualité sportive. Et ça a créé aussi, alors ça a créé mon personnage. Et après, dans l'équipe du soir, on a créé un personnage pour chaque intervenant. Voilà, la petite histoire qui a fait la grande histoire de l'émission d'équipe du soir. Alors, toujours dans la même émission, vous dites souvent que c'est une émission truquée. Honnêtement, pensez-vous que dans le football d'aujourd'hui, il y ait de la triche? Est-ce que dans la vie, il y a de la triche? Est-ce que dans les prétoires, il y a de la triche? Est-ce que dans la vie de tous les jours, il y a de la triche? Bah, ça fait un peu partie de la vie. Après, il faut voir ce que vous entendez, ce que vous mettez derrière le mot triche. Est-ce que c'est de la corruption avérée? Ça, c'est autre chose. Le sport en général, et le football en particulier, c'est une activité humaine. Donc, dans toutes les activités humaines, ben, il y a ses forces et ses faiblesses. Et la corruption, malheureusement, comme le dopage, en fait partie. Vous avez fait des études de droit et de sciences politiques, et vous êtes devenu journaliste sportif. Feriez-vous un jour le chemin inverse? Et en tant que ministre des Sports, vous préférez un politique sportif ou un sportif politique? C'est une bonne et vaste question, parce qu'il y a plusieurs questions dans votre question. En fait, non, je n'ai pas bifurqué du droit vers le journalisme sportif. C'est en fait, je suis né et j'ai toujours voulu, depuis tout petit, être journaliste sportif. Je m'en souviens, j'avais 7-8 ans, j'avais une maison qui me prenait sur mes genoux et il me disait tu veux faire quoi? C'est la question qu'on pose aux gamins. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Ben, j'ai dit moi, je veux être journaliste sportif. Et puis mon oncle m'avait dit, tu sais, c'est un métier qui est très difficile. Et si tu n'es pas journaliste sportif, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Et je lui avais répondu, alors, je serai journaliste sportif. Le problème, c'est que je viens d'un milieu très modeste et que les écoles de journalisme, ça coûte très très cher, et que j'avais pas les moyens de me les payer. Donc du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait comme beaucoup d'autres Français et Françaises. Je suis allé à l'école de la République et je suis allé à l'université. Je voulais avoir une culture générale parce que je pense que quand même, avant d'être journaliste et être témoin de son temps, il faut quand même avoir un petit peu de culture générale et le droit te donne cette culture générale puisque j'ai fait du droit et de l'histoire. Donc je me suis inscrit à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Après, j'ai effectivement bifurqué un peu vers l'histoire, mais tout en restant dans le droit, puisque j'ai fait un débat d'histoire des institutions, des doctrines politiques. Ça m'a permis de voyager, de partir aussi, passer 6 mois dans un cadre d'un programme Erasmus à Milan. Je suis parti à Milan, je pouvais aller à Rome et à Madrid, mais j'ai choisi Milan. C'est pourquoi? Parce que c'est l'année où Jean-Pierre Papin avait signé au Milan AC. Alors vous voyez, les études, le foot, ça n'a jamais été très loin. Et puis après, je suis sorti, j'ai fait mon armée. Je fais partie, oui, je suis un vieux. Je fais partie de ceux qui ont encore donné. Alors, c'était plus de 12 mois, mais c'était 10 mois à mon pays. Je suis parti dans les troupes de marine. Je suis devenu un marsouin et au sortir de mon service militaire, je me suis lancé comme journaliste sportif. Donc, vous voyez, la boucle a été bouclée. J'ai pas voulu être juriste et finalement être journaliste sportif. J'ai toujours voulu être journaliste sportif. Quant à la question de savoir si un politique peut devenir ministre des Sports, ou c'est plutôt un sportif. La tendance aujourd'hui, c'est quand même de plutôt mettre quelqu'un, on le voit aujourd'hui avec l'actuel ministre des Sports, un sportif qui a des compétences. Je pense que les deux sont indissociables, même si je me souviens qu'il y a eu des ministres femmes par le passé qui n'étaient pas des grandes sportives, mais pourtant qui ont été des très bonnes ministres des Sports. Je pense notamment à Marie-Georges Buffet. Journaliste sportif, c'est vraiment votre vocation. Dans une autre vie, referiez-vous la même chose? Ouais, alors moi je fais partie d'une ancienne génération où on avait, j'espère que la génération qui arrive aura aussi cette ambition-là, ce rêve totalement modeste et fou, comme pour plagier Eric Cantona, c'est de faire de son métier sa passion et de sa passion son métier. Et je pense qu'on consacre suffisamment de temps dans notre vie de tous les jours à une activité professionnelle.
autant faire se peut, que ça soit vraiment une passion et pas un métier alimentaire. Moi, je me suis jamais, j'ai jamais eu l'impression de travailler, en fait. J'ai toujours l'impression d'assouvir ma passion. Comme je dis toujours, je suis un enfant de Séville. Alors, j'étais peut-être pas né, mais en 82, la France avait perdu la demi-finale de la Coupe du Monde de façon totalement injuste avec cet odieux Harald Schumacher qui avait gravement blessé Patrick Battiston. Et moi, j'étais devant mon poste de télévision. J'avais 12 ans. J'ai beaucoup pleuré ce soir-là. Je me suis couché, j'ai pleuré toute la nuit parce que j'ai trouvé ça tellement injuste et inhumain que les méchants Allemands battent les gentils Français, que le lendemain, je me suis réveillé en me disant je veux comprendre. Et pour comprendre les choses, il fallait au cœur des choses et, si possible, passer de l'autre côté du rideau, aller dans la coulisse et découvrir et comprendre ce qui s'était passé, comment fonctionnait ma passion, c'est-à-dire le football. J'ai jamais eu je me considère pas comme un journaliste par défaut. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être footballeurs et puis qui n'arrivent pas à être footballeurs. Alors ils sont en marge de ce monde-là, alors ils sont journalistes ou font d'autres activités, agents de joueurs, etc. Moi, j'ai l'impression d'être totalement à ma place et jamais j'aurais voulu être footballeur professionnel parce que les gens s'en rendent pas bien compte, mais c'est quand même un métier qui demande énormément de sacrifices. Je suis trop épicurien pour être un sportif de haut niveau. D'ailleurs, physiquement, ça se voit. Alors, on dit souvent, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et vous avez écrit le livre Bruit de vestiaire, ce qu'il se passe derrière la porte. Alors, faut-il passer par la fenêtre quand les portes sont fermées? Ouais, alors maintenant, ça devient très très fermé parce que vous savez que tous les clubs ont des services de communication, des attachés de presse, des directeurs de la communication, etc. Les joueurs ont des agents, la famille, etc. Donc ça devient très très fermé. Mais on n'a pas vraiment besoin, et puis c'est un peu dans l'air du temps aussi, d'être physiquement présent pour être au courant. On a suffisamment de relais dans les vestiaires, d'oreilles indiscrètes ou d'oreilles amies pour malgré tout savoir ce qui se passe sans pouvoir y aller, parce que aujourd'hui c'est devenu quelque chose, un vestiaire d'extrêmement fermé et réservé aux joueurs. Même l'accès à proximité. Moi je me souviens, j'ai débuté ma carrière, à la fin des matchs, on allait dans les vestiaires, on me retrouvait assis à côté de Laurent Blanc, par exemple au stade de la Baie des Champs à Auxerre, et on faisait comme ça. On prenait pas la douche avec eux, mais presque à la sortie de la douche, ils avaient une serviette autour de la taille et on faisait des interviews comme ça. Et puis avec l'arrivée des radios, de la télévision, d'internet, etc., on a été beaucoup plus nombreux. Il y a l'argent aussi, beaucoup qui a un peu déshumanisé le sport et on a fermé petit à petit la porte des vestiaires. Et aujourd'hui, même pour approcher un vestiaire, il faut avoir les fameux droits télé. C'est-à-dire payer pour pouvoir accéder au plus près du vestiaire. Alors on vit un peu par procuration, mais quand on est journaliste, on arrive quand même à être un insider par un peu le carnet d'adresses, des connaissances. On arrive quand même à savoir ce qui se passe dans un vestiaire, je vous rassure. C'est le principal. C'est le principal, c'est important parce que dans le sport, c'est un peu comme dans la vie aussi. Il y a deux façons d'aborder les choses. Quand il y a un événement qui arrive, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit que c'est le début de quelque chose, ou soit c'est le résultat de quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est une conviction profonde que j'ai, que le résultat d'un match, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant, et pas le début de quelque chose. Et souvent, quand une équipe gagne ou perd, il n'y a pas beaucoup de hasard. Alors, on va peut-être parler tout à l'heure des poteaux carrés, des poteaux sortants, des poteaux rentrants, mais en fait, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Et que le résultat d'un match est souvent la conséquence de ce qui s'est passé dans la semaine, les contrariétés, les disputes dans le vestiaire, les problèmes privés aussi des footballeurs qui impactent fortement sur leur prestation. Tout ça, c'est important quand on veut analyser un résultat et un match, de savoir tout ce qui s'est passé. Et nous, on n'est qu'un média. Un journaliste, c'est un média, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aide le citoyen lambda à comprendre et à décrypter l'actualité en ayant des clés que le citoyen lambda n'a pas. C'est là où on a quand même une fonction qui est extrêmement importante, et c'est pour ça que je dis toujours, contrairement à ce que les gens pensent, mais journaliste, c'est un métier. En 2014, vous publiez le livre Coupe du Monde Inside, dont la préface est signée par Michel Platini. Comment s'est passée la rencontre? Michel Platini, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration. Et pour la petite anecdote sur Coupe du Monde Inside, qui est un livre que j'ai particulièrement aimé écrire et penser, parce que c'est un livre, c'est une formidable aventure humaine dans la tête, c'est une construction, c'est toute une architecture. Et en fait, j'avais mis deux conditions à mes éditeurs, c'est que sur la couverture, ça soit pas le Roi Pelé, mais ça soit Diego Maradona, parce que c'est notre façon de
voir le football avec ses travers, avec ses hauts, ses bas, mais son côté, ses aspérités humaines. Et puis la préface, je voulais absolument que ça soit Michel Platini, et je l'ai appelé, il était alors président de l'UEFA, je lui ai exposé mon projet, Coupe du Monde Inside, c'est raconter la grande histoire de la Coupe du Monde par des petites histoires de destin de nations, et souvent des petites nations comme le Zaïre de Mobutu en 74, Haïti de Duvalier, des dictateurs, comme des aventures humaines de joueurs. Et le projet a beaucoup plu à Michel Platini et m'a effectivement fait le plaisir et l'amitié de me préfacer le livre. Donc dans cet ouvrage, vous racontez la légende de la Coupe du Monde à travers ceux qui l'ont écrite. Quelles émotions avez-vous ressenties en interrogeant tous ces champions, le Kaiser, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Didier Deschamps, Raymond Kopa, Gerd Müller et tant d'autres? Il faut quand même savoir que ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le milieu du foot, donc c'est des gens que je côtoie. Je vais pas dire j'ai l'habitude, je suis pas le confident des stars, mais j'ai quand même l'habitude de rencontrer beaucoup de grands sportifs, de grands footballeurs. Pratiquement tous les plus grands, je les ai à peu près tous rencontrés ou interviewés à une époque où c'était un petit peu plus facile. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir accès à un Messi ou à un Cristiano Ronaldo que ça l'était à mes débuts, d'avoir accès à Michel Platini ou à des Beckenbauer. C'est toujours énormément de plaisir parce que c'est vous savez, c'est un peu dans l'air du temps aussi, ça. Mais il y a le monde d'avant et le monde d'après. Et il y a eu quand même le sport de haut niveau d'avant et le sport de haut niveau d'aujourd'hui. Et les joueurs étaient beaucoup plus accessibles. Il y avait peut-être moins de professionnalisation, mais quand je dis professionnalisation, de côté un peu footballeur packaging, footballeur bankable, les réseaux sociaux, etc., etc. C'était beaucoup plus simple. Et ça restait vraiment une Coupe du Monde, mais une vie aussi dans une saison dans un vestiaire. À la base, c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'était une aventure humaine. Et c'est une notion aussi de partage, parce que quand tu vis le quotidien d'une équipe, ben, tu partages ses joies, ses moments de doute, ses moments de faiblesse, ses grands moments de bonheur. Et d'avoir interviewé tous ces joueurs, ça m'a rappelé des bons souvenirs, parce que, je vous le disais tout à l'heure, 82, je l'ai vécu devant mon poste de télévision, et depuis 98, j'ai cet immense bonheur de vivre les 6 dernières Coupes du Monde, de les avoir vécues pleinement. Est-ce que le fait de recueillir de tels témoignages de personnes aussi importantes, ça montre la qualité de votre travail et de votre façon de voir le journalisme? Je sais pas, après, c'est surtout l'accueil du public, ce qui on essaie de donner le meilleur de soi-même, de faire un livre. Moi, j'ai toujours essayé dans ce que j'écris ou que ça soit dans le journal L'Équipe ou dans mes livres, d'écrire ce que je pense, ce que je veux donner, ce que je veux représenter de moi-même et donner ma vision des choses en étant le plus juste et le plus honnête possible. Après, c'est le lecteur qui juge sur les. Alors, je parle pas de succès commerciaux, mais du ressenti des gens, du lecteur, des retours. Alors effectivement, si après t'as le bonheur d'avoir un livre qui fonctionne bien et qui se vend bien, c'est encore mieux parce que c'est une forme de récompense. Mais j'ai eu pas mal de témoignages, oui, de gens. Je sais que Michel Platini a apprécié le Coupe du Monde Inside, et ça c'est une vraie récompense, une vraie satisfaction. Alors votre best-seller, 1000 maillots de foot, est un peu devenu une bible. Où se situe la foi chez vous? Dans le foot ou dans la vie en général? Bon, alors je suis pas du tout athée. Moi, je suis quelqu'un de croyant. Il faut croire déjà en soi, c'est très important. Il faut croire aux autres. Il faut pas désespérer du genre humain. Et tout arrive il faut aller au bout de ses rêves. En fait, il y a 2 façons d'aborder la vie. Soit tu rêves ta vie, soit tu vis tes rêves. Et je sais expliquer tout à l'heure. Moi, j'avais très peu de chance de devenir journaliste sportif. Je suis un milieu de petits fonctionnaires, là-haut dans mes montagnes, dans les Alpes de Provence du côté de Barcelonnette, et je vous garantis que la route elle est longue pour arriver jusqu'à Paris et arriver à forcer la porte des rédactions de journaux, mais vouloir vivre ses rêves et les accomplir, c'est formidable. Et 1000 maillots, ça a été une histoire incroyable parce que ça faisait 10 ans que j'essayais de faire un livre. J'avais pas encore assez de notoriété, j'avais pas l'idée, et ça a été une rencontre fortuite entre 2 éditeurs et moi. Il y en avait un qui savait, qui avait le concept du livre dans la tête, l'autre qui savait le commercialiser. Par contre, il savait pas quoi y mettre dedans pour les textes.
Et c'est là que je suis intervenu, m'ont présenté leur projet, et ça me convenait pas. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi réfléchir, je reviens vous voir dans une semaine, et puis je vous proposerai un contenu éditorial. Je suis retourné la semaine d'après, et on s'est retrouvés tous les trois, Nicolas Marcet, Philippe Marchand et moi-même, et on est parti sur ce rêve un peu modeste et fou. Moi, je pensais que des livres sur les maillots de foot, il y en avait déjà des dizaines et des dizaines, et en fait, il n'y en avait aucun. C'est extrêmement compliqué à obtenir les autorisations des équipementiers, etc., des clubs, parce que tout est sous licence, etc. Et on a fait ce livre un petit peu comme ça pour le plaisir, et effectivement, ça a été un grand succès. C'est toujours un grand succès depuis 2014, puisque au sortir du confinement, on a sorti la 3e version, et c'est un livre qui se vend dans le monde entier. Donc, d'un coup d'essai, ça a été un coup de maître, et puis ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis d'écrire d'autres livres derrière. C'est vrai que c'est un livre qui a été traduit en 13 langues Ouais. et sorti dans 22 pays. Ouais, 22 pays au moins. Alors, j'ai arrêté de les compter. Mais c'est vrai que la Chine nous a acheté la licence. Il a été publié en Corée du Sud. Il a été publié au Japon. L'édition Risoli à New York ont acheté les droits aussi pour le publier. Alors, avec une préface de Carlo Ancelotti. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense que le plus grand bonheur, c'est pas tellement de faire un best-seller. Moi, mon plus grand bonheur, c'est avant la Coupe du Monde 2018. Je m'occupais du Pérou, qui était un des 3 adversaires de l'équipe de France. Je suis parti 8 jours à Lima pour faire des reportages sur ce pays formidable qu'est le Pérou, dans lequel j'avais jamais posé les pieds. Je suis arrivé un vendredi soir, très tard, et le samedi matin, il y avait un entraînement de la sélection nationale. Il y avait 60 000 personnes. Je rentre dans le stade, et puis au bout d'un moment, il y a un petit Péruvien, un jeune Péruvien qui vient me voir et qui me dit vous êtes Bernard Lons, le journaliste français. Et alors je suis extrêmement surpris, je lui ai dit oui, il m'a dit est-ce que vous pourriez me faire plaisir? Il sort de son sac à dos et me sort 1000 maillots en version espagnole parce qu'il était en vente aussi au Pérou. Il me dit est-ce que vous pourriez me le dédicacer? J'étais extrêmement surpris, ça m'a vraiment touché parce que je me dis même au Pérou, j'y suis jamais allé. Alors j'avais tweeté que je venais au Pérou pour aller voir la sélection, et là-bas ils sont très connectés, et il avait vu, et puis il avait beaucoup aimé le livre, et donc je lui ai dédicacé le livre, et on a pris une photo ensemble que j'ai gardée, et je me suis dit tiens, rien que pour ça, voilà, j'ai été récompensé d'avoir fait 1000 maillots. Et ça montre aussi la force du football. Ouais, c'est quelque chose d'universel. Alors dans ma vie, puis dans ma carrière, tu as mené à beaucoup voyager. Je me souviens notamment d'un voyage au Cameroun où j'étais au fin fond de la brousse, et on s'est retrouvé un petit matin à prendre le petit déjeuner dans une gargote, mais on était perdu au bout du monde, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien, et on a fini par sympathiser avec des jeunes Camerounais qui étaient passionnés de foot, et on a pu échanger. Le football, ça a ça d'extraordinaire, c'est que c'est un lien social, au-delà des différences des uns et des autres. C'est quelque chose qui réunit parce qu'on partage une passion commune. Et quand un passionné rencontre un autre passionné, il parle de quoi? Il parle de leur passion. Et c'est pour ça que c'est formidable, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le football. Je dis toujours que c'est une aventure humaine, et j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment une aventure humaine. Et on voit vraiment la différence aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19, avec des stades qui sont vides, où là, il reste que le sport, que le jeu. Alors ça reste intéressant quand même, mais c'est totalement déshumanisé, et là j'ai un peu du mal à m'y retrouver, effectivement. Alors revenons à vos maillots. Vous possédez votre propre collection de maillots. Ouais. Combien en avez-vous et lesquels sont vos préférés? Alors déjà, moi les maillots, je les collectionne qu'à une condition, ce sont des maillots portés. C'est pas des maillots que j'achète dans le commerce. Et je récupère un maillot. Alors c'est compliqué parce que je suis journaliste, donc je peux pas aller non plus me mettre un peu en porte-à-faux en essayant de réclamer des maillots. C'est souvent des amis qui me les gardent. Mais moi, il faut que le maillot ait une histoire. Voilà, moi, avoir un maillot pour avoir un maillot. Demain, vous m'amenez le maillot de Cristiano Ronaldo, je serai content, mais ça me touchera pas. C'est pas quelque chose qui va m'émouvoir, qui va me toucher. Moi, il faut que le maillot ait une histoire, avec souvent un joueur que je connais, avec qui j'ai partagé une tranche de vie, ou une émotion, ou un déplacement, ou un voyage. Voilà, il faut que un maillot me transporte. Et petite confidence, je suis venu là et j'en ai récupéré un dernier dont je suis absolument ravi. C'est un maillot du Pérou.
puisque je m'occupe de Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y a Miguel Trauco, qui est un défenseur de Saint-Étienne depuis l'année dernière et qui est en sélection du Pérou. Et quand je l'ai rencontré ce printemps pour l'interviewer, je lui ai dit, tu sais, il y a 2 ans, j'étais à l'aéroport de Moscou et 2 jours avant Pérou-France, il y a l'équipementier Puma qui a présenté les maillots et tu étais là et ils ont présenté ton maillot, ton nouveau maillot. Et ce maillot, je l'ai tenu quelques minutes dans les mains, mais j'étais obligé de le rendre. Et je dis, j'aimerais tellement en avoir un. Et Miguel m'a dit, écoute, je pars en sélection, je vais jouer contre le Brésil et l'Argentine, et je t'en ramènerai un. Et effectivement, il me l'a ramené, je l'ai récupéré pas plus tard que hier soir, donc je l'ai dans mon sac, je vais le mettre précieusement dans ma penderie avec je les compte pas, moi je suis pas comptable, mais je dois avoir à peu près 200 ou 300. Ah, c'est une belle collection. Oui, c'est une belle collection privée, alors vous allez dire que je suis complètement fada, mais j'ai une penderie où mon épouse a pas le droit d'accéder, où il y a tous mes maillots qui sont rangés par club, par pays. Et les derniers, je les mets au pied de mon lit et je les regarde comme ça tous les matins. La première chose que je vois en me réveillant le matin, ce sont mes maillots. Vous voyez, comme quoi, on a tous nos faiblesses et tous nos travers. Alors, lequel manque à votre collection? Alors, il y en a 2. Vous allez me dire, je suis très sud-américain, mais ouais, finalement, je rêvais d'avoir celui de Cavani et je l'ai eu, porté toujours, hein, je parle. Je rêvais d'avoir celui de Falcao, je l'ai raté une dizaine de fois et je m'en remets toujours pas. Je rêvais d'avoir celui de Trauco du Pérou, je l'ai, ça y est, c'est fait, ouf. Et il y en a un 4e, j'aimerais avoir, parce que c'est un peu le Madeleine de Proust, ça me replongerait dans mon adolescence, pardon. C'est le maillot de l'AS Saint-Étienne des années 84-86, où il y a un gros placard rouge, quelques rochers. C'était l'époque où le club était en D2, où je suivais le foot de près. J'adorais cette équipe avec Tony Kurbos et Roger Milla. Et c'est un maillot qui me rappelle mon adolescence, mais les débuts de ma passion sans fin pour le football et l'AS Saint-Étienne. Et je le cherche. Voilà, ça fait 20-30 ans que je cherche ce maillot. Vous savez, à l'époque, des maillots, il n'y avait pas le merchandising comme aujourd'hui. C'est un maillot qui est très rare. J'ai connu ce que je mets dans l'introduction du livre 1000 maillots aux éditions La Martinière. J'ai connu l'époque où c'était les épouses des footballeurs qui lavaient les maillots. Ils jouaient. Et après, ils les lavaient et ils gardaient souvent les maillots jusqu'à ce qu'ils soient vraiment usés toute la saison. Aujourd'hui, chaque joueur a à peu près minimum 2 maillots par match. Et puis souvent, ils les échangent, ils les donnent ou ils peuvent les garder ou ils les payent, mais une somme modique. Là, à l'époque, c'était vraiment des maillots. Les joueurs en avaient 1, 2 par saison, pas par match. Et je cherche, j'ai des amis qui me les cherchent aussi. Après, je pense qu'une passion, ça s'achète pas et ça se paye pas. Alors, il y a des bourses. On boursicote beaucoup sur les maillots. Je l'ai retrouvé sur des ventes aux enchères, mais c'est pas que je sois radin, hein, mais je veux pas payer, je veux pas acheter ma passion. Donc le maillot, de temps en temps, quelques crochets, je le vois un peu passer, mais je refuse de l'acheter. Je veux pas l'acheter. Je veux pas qu'on me l'achète. Alors j'essaierai d'en trouver un, mais il n'y en a plus beaucoup. Le sport est permis, en tout cas. Non, mais les sports fait vivre. Je vous dis, j'ai eu celui du Pérou, donc j'aurai un jour quelques rochers. Alors, vous connaissez la chanson. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et le meilleur supporter. Vous sentez-vous un peu comme l'Obélix du journalisme sportif en étant tombé très tôt dans le chaudron? Ouais, c'est assez incroyable parce que je suis originaire du sud de la France. Tous mes amis étaient supporters de l'OM. Quand j'étais en fac de droit, j'allais toutes les semaines au stade Vélodrome. J'étais dans les Côtes Nord. Et j'aurais dû être naturellement, vous savez, phénomène de reproduction sociale, supporter de l'OM. Ben non, je suis devenu supporter de la Saint-Étienne. Alors, je pense que c'est un rapport comme quoi les traumatismes d'enfants ou d'adolescents, ça se répercute plus tard. Parce que 82, je vous ai parlé tout à l'heure de Séville, avec ces méchants Allemands qui avaient éliminé la France, mais 82 aussi, c'est la Caisse Noire à Saint-Étienne. C'était le club de Michel Platini qui l'allait quitter, qui venait juste de quitter d'ailleurs. C'était le club de Patrick Battiston aussi qui avait été blessé par Schumacher. C'était un club de légende, c'était un club, et c'est toujours un club extrêmement populaire. Et c'est à ce moment-là où il y a eu la Caisse Noire, le club est parti en déliquescence totale, est tombé en D2. C'est un club qui a beaucoup souffert, et je sais pas, c'est un club qui m'a touché au cœur. Voilà, pourquoi vous aimez telle femme et pas telle autre?
ça s'explique pas, quoi. C'est le cœur qui a parlé, et c'est vrai que j'ai eu le destin de tous les supporters, c'est d'être malheureux, parce que quand tu supportes un club et que tu aimes vraiment un club, bah, tu as plus de déception quand même, ou alors tu es supporter des plus grands clubs comme le Real ou le Barça, mais voir gagner, remporter des trophées, c'est plus rare, et être supporter, c'est vraiment un sacerdoce. Et ouais, et le chaudron, et le peuple vert, et l'histoire de ce club, qui est un club à nul autre pareil, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Mais je fais quand même la part des choses entre ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai dans la tête. Parce que dans la tête, je suis journaliste professionnel, et il faut pas tout mélanger. Si tu veux durer, il faut pas tout mélanger dans ce métier. Alors justement, c'est pas difficile de garder sa neutralité. Est-ce que vous sentez parfois le supporter prendre le dessus sur le journaliste? Ouais, alors moi, ces histoires de neutralité, alors c'est très français ça, l'histoire de neutralité, l'histoire d'objectivité. Quand il dit, ouais, le journaliste doit être objectif, je comprends pas ce que ça veut dire. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, je suis objectif, mais parce que je regarde un objectif, donc c'est un angle. Mais si je me décale, je ne reverrai pas la caméra sous le même angle. Donc l'objectivité, ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est l'honnêteté. C'est de faire son travail le plus honnêtement possible. Alors, je le disais tout à l'heure, mais on est un média, c'est-à-dire qu'entre l'événement et la personne qui le reçoit, nous, on est là pour essayer de l'interpréter, de la diffuser, de l'expliquer, de la faire digérer. Et ça, il faut être honnête. Voilà. Vous relatez une manifestation, que ce soit une manifestation de rue, une manifestation sportive ou artistique, il faut relater en donnant son avis. Je pense que c'est important de donner les clés aussi à la personne qui va vous lire ou qui va vous écouter, mais en étant honnête. L'objectivité, moi, c'est un truc que je comprends pas. Et la neutralité non plus. Mais en étant vraiment honnête. Et si tu fais ton métier de façon honnête, bah, tu peux durer et tu es crédible. Parce que ce qui compte aussi, c'est la crédibilité. Tu peux pas durer dans ce métier si tu réagis de façon sanguine, qu'avec des coups de cœur. Ce qui est important aussi, bah, c'est de penser, c'est d'être professionnel. Vous savez, quand un joueur joue contre ses amis, au coup d'envoi, il dit pas, ben non, je vais pas le tacler, ben non, je vais pas lui mettre un but, parce que ce sont mes amis. Non, meilleure manière de respecter bah, tes amis, c'est de les considérer comme des adversaires au sens noble du terme, et de les respecter en jouant. Voilà, moi je fais mes matchs, j'essaie d'informer les gens le mieux possible ou le moins mal possible. Et après, ce que moi je pense que j'ai dans le cœur, la tristesse de voir que l'équipe elle a gagné ou elle a perdu, je la garde pour moi. Donc de tous les tournois et tous les matchs auxquels vous avez assisté, quel a été le meilleur public que vous avez vu? Ah, j'en ai vu beaucoup. Hein. Le pire public que j'ai vu, c'est pour la finale de la Coupe du Monde en 98. Il y avait un contraste incroyable entre ce qui se passait dans le stade et ce qui s'est passé dans la rue, dans la France entière, parce que je pense que depuis la libération, il n'y avait pas eu des millions et des millions de Français qui étaient descendus dans la rue pour communier ensemble. Une joie qui a duré tout un été, et dans le stade, c'était... et ça, Didier Deschamps, à l'époque, l'avait bien résumé, c'était des costards cravates. Ça, c'était la plus décevante, et puis c'était un rêve de gosse, vous vous rendez compte. On rêve tous d'une finale France-Brésil et que la France gagne 3-0. Tu te dis, c'est un rêve qui ne peut pas se réaliser. Ben si, c'est réalisé, et c'est pas, on n'a pas rêvé notre vie, on a vécu ce rêve qui est devenu réalité, c'était extraordinaire. Et des ambiances, il y en a eu, j'en ai jamais connu. Mais Saint-Etienne, bien sûr, pour des grands matchs. Je me souviens d'un match au Celtic Park avec le Celtic Glasgow, où j'étais à côté d'un confrère journaliste et on s'entendait pas parler. Tellement les Écossais chantaient, c'était extraordinaire. Puis pour la petite histoire, vous savez que Celtic Glasgow, il joue aussi en vert et blanc. Alors quelle place prend le football dans votre vie personnelle? Bah, ça prend beaucoup de temps, hein, parce que quand tu es journaliste, comme je dis toujours, tu as une valise dans la tête, parce que l'actualité, ça se déroule pas aux heures de bureau, donc il faut être réceptif, il faut être adaptable et prêt à partir tout le temps. On a un peu une vie de troubadour. C'est pour ça que je dis toujours que si tu veux devenir, souvent c'est le conseil que je donne aux jeunes, si tu veux être journaliste, c'est pas vraiment un métier, pas toujours la notion de passion, mais la notion de passion permet d'accepter les sacrifices, c'est-à-dire de travailler tous les jours, les jours fériés, travailler tous les week-ends, partir très souvent.
si c'est une passion, tu l'acceptes pas comme un poids ou un fardeau. Il y a des soirées où tu as des informations qui te tombent, qu'il faut que tu écrives, alors que tu avais prévu un dîner avec ton épouse ou avec des amis, ben, tu es obligé de mettre ça de côté parce que l'actualité attend pas, c'est vraiment une passion. J'ai la chance d'avoir une épouse qui comprend, alors, mais t'es toujours promis de jamais me marier, on parle toujours de reproduction sociale, mais jamais me marier avec une journaliste. Et j'ai toujours rencontré des femmes juste bonheur là, qui n'étaient pas journalistes, et finalement j'ai épousé une femme qui est journaliste, et qui en plus est journaliste sportive. Donc du coup, je me dis que quand même avec le temps, c'est bien, parce que elle le comprend, parce que c'est vrai que d'expliquer à quelqu'un que bah, tous les week-ends tu seras pas là, que les jours fériés tu seras pas là, que les vacances, au mois de juin juillet, il y a des compétitions et tu pars 3, 4, 5 semaines au Brésil, etc. Il faut vraiment avoir quelqu'un de conciliant, qui comprennent les mécanismes de ton métier, où c'est pas des heures de bureau, encore une fois. On parle toujours de splendeur et misère des journalistes, mais on a toujours l'impression que les journalistes ils sont dans des petits fours avec des coupes de champagne, mais c'est aussi beaucoup de travail, et il y a aussi beaucoup d'inconvénients, mais enfin dans tous les métiers. Je dis toujours que le plus beau métier du monde, c'est toujours celui qui exerce pas. Donc du coup, vous vous sentez pas en décalage par rapport à votre vie familiale? Non, 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 parce que après c'est une question de tempo. Est-ce que c'est mieux d'être toujours là, sans être là, ou d'être un absent présent? C'est ça la vraie question de la vie. Et moi, je me considère comme un absent présent. Même si je suis pas là, je m'occupe de ma fille. J'essaie au moins de passer une journée avec elle, mais pleinement par semaine. Et puis, vous savez, c'est assez rythmé quand même le calendrier sportif. Donc il y a des périodes où effectivement, là en fin d'année, où les matchs s'enchaînent et donc tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Mais après il y a des plages qui sont beaucoup plus calmes, où là tu peux vraiment profiter pleinement de ta vie de famille. Cette année, il n'y a pas de Ballon d'Or, et pourtant toutes les compétitions ont lieu. Quel serait votre top 3 si vous faisiez partie du jury? Pour le Ballon d'Or, Mm. bah, c'est extrêmement compliqué parce qu'avec le Covid, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, on a une saison un petit peu, enfin une année un petit peu tronquée. Mais moi, je mettrais tout en haut ça va peut-être vous faire bondir, mais je mettrais Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern, parce que c'est un Polonais, c'est pas un Brésilien, c'est pas un Argentin, voilà, donc il n'est pas très bankable, mais c'est un joueur extraordinaire si on parle de pur football, qui a tout gagné avec le Bayern Munich cette année. C'est la meilleure équipe du monde, incontestablement, le Bayern Munich, et à travers Lewandowski, qui est d'une régularité incroyable depuis des années, tu récompenserais aussi la meilleure équipe du monde. Ça fait un peu partie des critères aussi, hein, le palmarès d'un joueur. Et je pense vraiment que ça serait mérité. Après, il y a toujours les Cristiano Ronaldo, les Messi, mais ça c'est plus conventionnel. Mais je donnerais le Ballon d'Or et à Lewandowski. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'attribution du Ballon d'Or cette année. Je pense pas qu'il aurait eu, parce qu'il est passé bankable, passé médiatique, mais ce n'est pas que le football pur. Vraiment, il méritait de l'avoir. Alors le football est le sport numéro 1 dans le monde. Qu'est-ce qui a changé entre le football de votre jeunesse et celui d'aujourd'hui? Tout. Tout, parce que déjà il y a des règles du jeu qui ont changé à l'apparition de la VAR, de l'arbitrage vidéo. Les plus grandes injustices ont fait les plus belles légendes du football, puisque on revient toujours à l'activité humaine. L'erreur est humaine, et les arbitres qui ont commis des grosses erreurs d'arbitrage, c'est rentré dans la légende du football et des Coupes du Monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus aseptisé. On a aussi un football qui est sous le joug aujourd'hui de l'argent. C'est-à-dire qu'avant, on parlait tout à l'heure de Saint-Etienne, mais tu avais un très très bon recruteur. Il y avait aussi de l'argent. Il faut pas dire avant il y avait rien, c'était bien, et aujourd'hui tout est mauvais. C'est pas ça. Mais tu pouvais avoir des générations que tu avais formées et que tu pouvais qui pouvaient te permettre de rivaliser avec n'importe qui. Là aujourd'hui, le problème c'est les plus riches sont mécaniquement les meilleurs. Vous regardez la Ligue des Champions, il n'y a pas de surprise, ou très très peu, c'est très rare. C'est toujours les plus gros budgets qui finissent dans les 8 derniers, voire dans le dernier carré. C'est ça qui a vraiment changé, une professionnalisation à outrance, une robotisation aussi à outrance. Quand un joueur faisait un exploit avant,
il avait le temps de le fêter, de l'apprécier. Là, il rejoue tous les 3 jours. C'est un peu comme les Harlem Globetrotters, comme la NBA, c'est-à-dire tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les joueurs, ils ont même plus le temps de savourer les grandes victoires, les grands matchs. Ils sont pas sortis d'un match, ils sont déjà pratiquement dans l'avant-veille du prochain. Il y a cette course effrénée, cette pokerisation aussi du football et des joueurs, vous savez, le fameux terme de trading joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les footballeurs sont un peu devenus ce qu'était un peu l'art il y a quelques années, un objet de spéculation. Et ça, je regrette. Il y a une dimension humaine qui se perd. Alors, je ne vais pas vous dire que je préférais l'époque où on allait chez les joueurs, on dormait chez les joueurs, on avait plus de relations humaines, mais un peu quand même. Un peu. Je trouve que c'est trop robotisé, même s'il y a des progrès qui ont été faits, la diététique, après tout ce qui est nutrition, récupération, préparation physique, etc. etc. Mais aujourd'hui, tu t'entraînes avec des capteurs de partout, tu te reposes, machin, tu fais des mises au vert, c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui. C'est moins spontané, moins frais, moins humain, tout simplement. Alors, que manque-t-il au football français aujourd'hui pour être le meilleur championnat d'Europe? Ah, le meilleur championnat? Parce qu'aujourd'hui, on est la plus grande nation de football au monde. Je pense que les Français ne se sont pas bien rendus compte. Jusqu'en 98, on accusait beaucoup de retard, c'est vrai, puisqu'on avait fait 2 demi-finales, mais pas de finale, on n'avait rien gagné. Enfin, 3 demi-finales, pardon, j'ai oublié celle de 58, je vais me faire taper dessus. Mais on n'avait rien gagné. Et là, en 20 ans, on fait 2 titres de champion du monde, 3 finales de Coupe du Monde. On gagne pratiquement tout, et on est revenu avec 2 titres de champion du monde à la hauteur de grandes nations historiques du football que sont l'Uruguay et l'Argentine. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? C'est de l'argent, tout simplement. On n'a pas des clubs, à part le Paris Saint-Germain, mais qui est un cas à part, mais on n'a pas nos clubs historiques, Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, Marseille, qui sont formatés niveau Ligue des Champions avec des budgets à 300, 400, 500 millions d'euros, comme le Barça, le Real en Espagne, ou le Bayern en Allemagne, ou les clubs italiens, la Juve, etc. Il nous manque ça, de l'argent, et aujourd'hui, on est devenu avec un système économique qui est encore beaucoup plus fragile, qui a été fragilisé avec la mésaventure de Mediapro et la chaîne Téléfoot, mais aujourd'hui, on est devenu un club formateur, enfin un pays formateur. On est un championnat formateur, c'est-à-dire que on est peut-être à la pointe dans ce qui se fait de mieux au monde, parce qu'on est le 2e pays exportateur de footballeurs après le Brésil. Donc on forme des joueurs qui sont bons, voilà, et qu'on vend dans des championnats qui ont plus d'argent, que ce soit l'Angleterre beaucoup, mais aussi aujourd'hui l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, ce qu'il faudrait arriver, c'est avoir de gros investisseurs, alors peut-être étrangers comme le Qatar, les Russes à Monaco, pour garder nos joueurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Même avec Marcourt, l'Américain à Marseille, on voit que Marseille, l'OM a une équipe qui peut rivaliser en Ligue 1, mais plus en Champions League, parce que il faut des budgets colossaux. Et c'est vrai que, je termine là-dessus, mais on voit que, par exemple, les gros du CAC 40 en France investissent pas dans le foot, parce qu'une image un peu ternie, parce qu'une possibilité de rentabilité économique des clubs de foot, c'est toujours un peu enfin, c'est une variable d'ajustement qui est très dangereux, à part la famille Pinault au Stade Rennais, mais là on parle plutôt du côté affectif, parce que c'est pas le groupe Pinault qui a mis des centaines de millions d'euros dans le Stade Rennais. Il n'y a pas les acteurs majeurs des capitales d'industrie en France qui investissent dans le football, comme ça se fait à l'étranger. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'on accepte tout et n'importe quoi en termes de capitaux étrangers, ou est-ce qu'on contrôle, quitte à ce qu'on refuse certains rachats de clubs comme ça se fait, et on reste un championnat qui forme des footballeurs, et de très très bons footballeurs pour les autres. Vous venez de parler du CAC 40. Est-ce un souci aussi de culture sportive en France? Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça a changé un peu à partir de 98, je trouve, où la bulle sportive a éclaté pour rentrer dans la bulle sociétale. Avant, je vous donnais un exemple, mais tout bête, je prenais beaucoup l'avion parce que je suivais les Girondins de Bordeaux, donc j'allais toutes les semaines à Bordeaux, je prenais la navette. Je voyais toujours les gens qui lisaient les Échos en première classe, tout ça dans les avions, machin. Et puis quand l'avion avait décollé, que tout le monde s'endormait, tac, ils sortaient l'équipe, ils lisaient l'équipe. Parce que lire l'équipe au grand jour, excusez-moi, ça faisait un peu bof.
le sport, c'était pas très sérieux. Et le temps a passé, la France a gagné, on a eu des grands champions. Et je trouve que la Coupe du Monde, surtout derrière, il y a une pipolisation. Après, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Et, comme par hasard, il y a eu beaucoup de champions du monde qui se sont mis avec des femmes qui étaient connues, qui étaient dans le milieu people. Et ça a permis aux footballeurs d'être la locomotive du sport pour entrer dans un... Aujourd'hui, c'est un fait social. Voilà, on l'accepte. Même si on a vu pendant le confinement les prises de position du gouvernement, notamment la ministre des Sports, Marie Fianou, qui a dit en cette période-là, le sport n'est pas la priorité en période de Covid et de confinement. Je pense que si le ministre de l'Agriculture avait dit ça, l'agriculture n'est pas la priorité du monde, les agriculteurs auraient fait des bons, pareil pour l'économie, pareil pour autre chose, ben dans le sport, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, on voit qu'on a un peu de retard parce que on voit aux États-Unis, ben, le sport, ça fait partie intégrante du cursus scolaire, que dans d'autres pays, le sport, pense en Angleterre, ils ont une vraie culture. Nous, effectivement, on a encore beaucoup de retard, beaucoup de retard. Vous avez que voir un prof de gym, prof de PS, il n'est pas considéré de la même façon qu'un prof de français ou un prof de maths. Voilà, dans l'esprit des gens. Donc on a vraiment ce retard-là, et c'est dommage, parce que je trouve que le sport, dans la communion, dans l'accomplissement personnel, je pense que pour l'équilibre dans une vie, c'est quelque chose de très important, voire de fondamental. Alors, quel est pour vous le meilleur joueur de tous les temps? Oula. Demander de choisir entre caviar et caviar, c'est compliqué. Moi, je parlais de Michel Platini parce que ça a été un joueur merveilleux. Après, j'ai toujours eu une faiblesse toute particulière pour Diego Maradona. On a beaucoup parlé de Pelé, qui est le roi Pelé, mais qui était quelque chose qui était aussi très marketé à l'époque de la dictature au Brésil, qui avait été nationalisé. C'est le premier footballeur à ma connaissance qui avait été nationalisé, interdiction de qui était pour le territoire, etc. Et à côté, tu as un joueur qui était extraordinaire, mais qui était un peu illettré, c'était Garrincha, qui est un joueur fabuleux. Il gagne pratiquement la Coupe du Monde 62 grâce à Garrincha, et qui a été un petit peu oublié. J'ai une faiblesse pour Garrincha. Et Maradona pour ce qu'il a représenté, c'est-à-dire c'est l'émotion à l'état pur, c'est capable du meilleur comme du pire. Mais quel talent, quel joueur, quel homme, quel destin aussi, incroyable. Donc je dirais Maradona. Alors, vous avez suivi 6 Coupes du Monde, Ouais. 6 Euros, une Coupe des Confédérations et une Copa América. Quel souvenir précis en gardez-vous? Bah alors beaucoup, on pourrait passer la nuit à vous raconter mes 6 Coupes du Monde, mais c'est vrai que le premier grand souvenir de Coupe du Monde, il y avait le match d'ouverture, moi, parce que c'était mon premier match, des matchs de Coupe du Monde, j'ai dû en couvrir un peu plus de, je sais plus, 50, 60, ouais, facilement, mais c'était le premier, c'était Brésil-Écosse, au Stade de France, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde, et moi j'avais trouvé ça génial, parce que des Écossais qui dansent la samba en kilt sur le parvis du Stade de France, c'est la réunion quand même de deux peuples assez éloignés géographiquement, culturellement, et c'était une communion formidable. Et je me rappelle le premier papier que j'avais écrit, c'était une Brésilienne qui dansait avec un Écossais. J'ai dit, elle danse la samba, son kilt ne s'en remet pas, au rythme de ses pas, il tournoie. C'était mon premier, c'est l'attaque de mon premier papier sur la Coupe du Monde. J'en ai fait plusieurs après. Mais ouais, c'est ça. Puis la Coupe du Monde de 98, de France-Brésil, la finale, la France qui est championne du monde, c'était extraordinaire. Mais j'espère que les plus beaux souvenirs de Coupe du Monde sont à venir. Alors, au cours de votre carrière, vous avez fait de belles rencontres. Lesquelles ont été les plus marquantes? Ouais, bonne question. Toutes ont été marquantes parce que c'est à chaque fois des tranches de vie. Alors, on parlait de toutes les compétitions que j'ai couvertes, mais la Copa América en 2012, si j'ai bonne mémoire. Oui, 2011. 2011. Je savais que ça allait dire. Je suis parti en fait en voyage de noces. Je venais de me marier, je suis parti à la Copa América qui était en Argentine, et je suis parti avec mon épouse, et on a fait Copa América et voyage de noces pendant 1 mois et demi
entre l'Argentine, l'Uruguay et le Chili. Donc ça, là, on fait des rencontres extraordinaires et ça a été, ouais, ça a été, c'est un moment à la fois professionnel et personnel très fort. Mais dans des rencontres, moi, je rêvais quand j'étais petit de voir mon pays gagner la Coupe du Monde. Je l'ai vécu de visu. Je rêvais à l'époque, ça vous parlera pas, mais il y avait un buteur argentin, les cheveux longs, extraordinaire, qui s'appelait Gabriel Batistuta, qui jouait à la Fiorentina et puis après à Rome, et puis qui était en sélection d'Argentine, un grand joueur. J'avais une admiration incroyable pour ce joueur, et je rêvais de le rencontrer aussi. Et je l'ai rencontré en one-to-one pendant 1 heure à Rome. Et quand il est rentré dans la salle, je lui dis, écoute, Gabriel, j'avais 2 rêves au début de ma carrière, c'est voir la France gagner la Coupe du Monde et te rencontrer. Et il a été vachement surpris. Il s'est assis, j'avais 20 minutes chrono avec les attachés de presse de la Roma, etc. Et puis au bout de 20 minutes, il y avait l'attaché de presse qui a fait signe que l'interview était terminée, et Batistuta a dit non, laissez, on continue. Et on a discuté pendant 1 heure, j'ai fait une super interview, et après, à la fin, il m'a dit, ça va, tu as eu ce que tu voulais. Il a été très pro, très sympa, très humain, et ouais, c'était une belle rencontre. Mais on peut y passer la nuit, parce qu'il y en a eu beaucoup de belles rencontres. Ah oui, il faudrait d'autres émissions tac au tac pour en parler. Alors justement, quelle personnalité manque-t-elle dans le palmarès de vos rencontres? J'aurais aimé beaucoup, et j'ai couru après sur la plage de Copacabana à Rio, lors de la Coupe du Monde 2014, de rencontrer, de faire une interview avec Maradona. Ouais, j'aurais beaucoup aimé. Malheureusement, ça s'est pas fait, malheureusement, ça se fera pas, mais oui, j'aurais aimé, ouais, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est ma rencontre avec Maradona, ouais. Dans ce que vous racontez, vous parlez souvent de Platini et beaucoup de Maradona. Il revient souvent. Oui, parce que Maradona, c'est plus qu'un footballeur. C'est un parcours de vie qui est absolument incroyable, qui va rentrer dans la légende, qui est devenu dès sa mort pratiquement un mythe, parce que c'était un enfant de la balle, Pibe de Oro. Mais je pense que les gens ne se rendent pas bien compte d'où il sortait, Maradona. Il ne sortait pas d'un quartier modeste, ou il ne venait pas comme moi d'un milieu modeste. Il venait d'un milieu miséreux. Et que le premier contrat qu'il a signé à 15 ans, c'était pour pouvoir avoir un appartement et vivre dans quelque chose de dur, de chaud, et de pouvoir manger à sa faim tous les jours. Les gens ont l'impression que Maradona, c'était que la drogue, le machin, non. Et du coup, quand il a aménagé à 15 ans dans son appartement, il a amené toute sa famille. C'est-à-dire ses parents, et ils étaient 5, je crois, dans sa famille, ses 4 frères et sœurs. Et en fait, c'est le football, il a eu un talent inné pour sauver sa famille de la misère. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son parcours de vie, c'est que après, d'accord, sur sa fin de vie, ça a été un peu caricatural, etc. Mais il a jamais oublié d'où il venait. Il a jamais oublié ses origines. Il a jamais oublié ses enfants, sa famille, sa mère, son père. Et il a joué beaucoup pour eux. Il a été en mission, comme aujourd'hui beaucoup de jeunes, notamment qui sortent des quartiers défavorisés, sont un peu en mission pour essayer d'améliorer le quotidien de leur famille. Et ça, je trouve que les gens l'ont un peu trop vite oublié. Et ils ont oublié aussi que c'était un jeune, c'était un gamin qui n'a pas été préparé. Et il y avait Diego, il y avait Maradona, mais quand tu étais le petit Diego, de vivre dans la peau de Maradona et d'être Maradona tous les jours, je peux vous garantir que c'était pas facile, et ça finit par le tuer d'ailleurs. Du coup, votre exemple montre très bien l'évolution du football. Parce qu'à la base, il y a le côté humain qui prime. Et c'est vrai que maintenant, que les sociétés d'aujourd'hui, c'est plus société de consommation, de business. Alors que cet exemple-là montre vraiment la mentalité du joueur. Enfin, aussi sa philosophie. Ouais, il est resté jusqu'au bout. C'était la Pibe de Oro, le gamin d'or, au pied d'or. Si tu fais un comparatif, par exemple, argentino-argentin avec Messi, Messi c'est plus, excusez-moi pour les fans de Messi, mais c'est plus déshumanisé.
Je veux dire, chaque fois qu'il a joué, Maradona, il était vraiment en mission. Il représentait le peuple, que ce soit le peuple argentin ou le peuple napolitain quand il était au Napoli. Il était habité, il était porté, il était transcendé. Et Maradona, il te transmettait une émotion, pas que par son talent balle au pied, mais parce qu'il avait dans le cœur. Et les gens qui aiment pas trop Maradona doivent être un peu surpris. Mais voyez l'impact et l'onde de choc qu'a provoqué l'annonce de sa mort, que ce soit en Argentine et à Naples, c'est parce que Maradona, il a touché les cœurs. Et quand tu as touché les cœurs, tu as gagné le match de ta vie. Pensez-vous que dans les générations qui vont suivre, il y aura un futur Maradona? Ou quelqu'un au niveau de l'impact humain touchera autant? Bah, c'est toute je l'espère, oui, bien sûr. Je trouve que au fil des années, quelqu'un comme un personnage comme Cristiano Ronaldo, qui est un vrai produit marketing, qui est un businessman averti, je trouve qu'il s'est un peu plus humanisé sur la fin. Maintenant, est-ce que ce sont les hommes qui font les systèmes ou les systèmes qui défont les hommes? Moi, j'ai toujours pensé que c'était les hommes qui faisaient les systèmes. Donc, il appartient qu'au prochain Maradona de ne pas se laisser submerger par tout l'aspect pipolisation marketing et financier pour rester humain et continuer à nous passer autant d'émotions. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Donc, cher Bernard, quels sont vos futurs projets? Alors, futur projet, si tout va bien, avec ces temps incertains, c'est la sortie de mon 10e livre, qui racontera la coulisse de la Saint-Étienne. On parlait tout à l'heure on peut pas aller dans le vestiaire. Si on peut aller. J'ai plein de petites histoires que je veux raconter sur des histoires secrètes sur les Verts au XXIe siècle que j'ai pas eu trop pu développer ou raconter dans mon quotidien dans le journal d'équipe. Donc j'en ai fait un livre qui est un peu sur un format de série américaine. C'est pas un chapitre, mais c'est une saison. Et ce sont pas des sous-titres, ce sont des épisodes. Et qui sortira dans la sortie programmée le 4 mars prochain. Le titre est pas arrêté définitivement, mais ça devrait être derrière la porte verte. Et ce sera aux éditions Solar. Et puis je suis en négociation pour un autre ouvrage aussi. Qui sortira aussi en 2021? Bah, oui, octobre 2021, mais chut, vous savez, c'est superstition, hein. Tant que rien n'est arrêté, rien n'est signé, faut faire très attention. L'histoire secrète des Verts devait sortir au mois de mars, et au mois d'octobre, et puis avec le confinement, ça a été reporté, j'ai changé de maison d'édition, etc. Donc, il faut toujours être prudent. Alors, enfin, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? La santé, de continuer à être heureux, et puis de pouvoir continuer à faire de ma passion mon métier, et de pouvoir continuer à avoir des émotions, parce que la vie sans émotion, pas très intéressant. Alors, merci cher Bernard Lyons pour cette belle interview. Au plaisir de vous retrouver. En attendant, portez-vous bien. Merci, vous aussi.